Le portail en fer forgé s'ouvrit lentement, grinçant comme s'il répugnait à laisser entrer le propriétaire du domaine. La voiture noire avança dans l'allée bordée d'arbres parfaitement taillés, reflétant le soin esthétique d'une propriété qui, de l'extérieur, débordait de richesse et d'ordre, mais à l'intérieur, elle cachait des silences pesants. L'homme blond au volant, aux traits austères, avait l'expression marquée par la rigidité de quelqu'un qui avait passé sa vie à se consacrer au travail, permettant rarement aux émotions d'effleurer la surface. Sur le siège passager reposait une petite boîte emballée dans du papier brillant, ornée d'un ruban vert. À l'intérieur, un dinosaure en plastique, choisi avec plus d'hésitation que de tendresse, attendait d'être remis à sa fille blonde de seulement 6 ans. Tout en franchissant l'entrée principale, le millionnaire imaginait la petite souriant en déballant le cadeau. Il était rare qu'il revienne de voyage en rapportant quelque chose de personnel, mais il avait ressenti une impulsion différente cette fois-ci, peut-être un vestige de culpabilité pour le temps d'absence. Cependant, avant même d'atteindre la porte, le son de pleurs d'enfant, aigu et entrecoupé, l'atteignit comme un éclat de verre. Son cœur s'accéléra, en désaccord avec sa froideur habituelle. Alexandre Dubois n'était pas un homme habitué aux émotions. À 42 ans, il avait bâti un empire financier à force de détermination et de calculs précis. Les sentiments étaient des variables qu'il préférait ignorer dans ses équations de vie. Sa fortune, estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros, lui avait permis d'acquérir cette magnifique propriété dans les Yvelines, loin de l'agitation parisienne, où il pensait offrir à sa famille la tranquillité qu'il n'avait jamais connue dans son enfance modeste. Lorsqu'il poussa la porte du salon, la scène devant ses yeux le paralysa. L'enfant, aux cheveux blonds qui reflétaient la lumière du matin, était assise sur une chaise, tentant de se recroqueviller. Véronique, sa belle-mère, également blonde, mais avec une expression rigide et des yeux durs, tenait fermement une paire de ciseaux et coupait les mèches de la fillette de manière brusque. Chaque mèche qui tombait au sol arrachait à la petite des sanglots désespérés. « Que se passe-t-il ici » demanda Alexandre, sa voix plus grave qu'à l'ordinaire. Véronique se retourna, ne montrant aucune surprise face à l'arrivée inattendue de son mari. « Oh, Alexandre, tu es en avance. Je donnais simplement une leçon de discipline à Émilie. » Ses cheveux étaient dans un état déplorable et elle refusait de se laisser coiffer correctement. Alexandre regarda sa fille. Les yeux d'Émilie, gonflés de larmes, cherchèrent les siens avec une expression qu'il n'arrivait pas à déchiffrer complètement. Était-ce de la peur, de la supplication? Il ne savait pas reconnaître ces nuances émotionnelles chez un enfant, lui qui avait passé sa vie à éviter les complications sentimentales. Elle est si capricieuse. Ou tu sais, continua Véronique avec un sourire qui ne semblait pas atteindre ses yeux. Pendant ton absence, elle a fait plusieurs caprices. J'ai pensé qu'un changement de coiffure l'aiderait à comprendre qu'elle doit obéir. Alexandre déposa la petite boîte cadeau sur la table basse. Le dinosaure vert à l'intérieur lui semblait soudain insignifiant face à la tension qui régnait dans la pièce. Il s'approcha d'Émilie, remarquant pour la première fois à quel point sa fille paraissait fragile, presque transparente. Quand l'avait-il vraiment regardée pour la dernière fois? « Papa, » murmura Émilie, sa petite voix brisée. « Je ne voulais pas être méchante. » Ces mots simples frappèrent Alexandre, plus fort qu'aucun contrat commercial perdu. Il y avait quelque chose dans l'intonation de sa fille, une résignation qui ne devrait pas exister chez un enfant de 6 ans. Ses cheveux, auparavant longs et bouclés comme ceux de sa mère décédée, gisaient maintenant éparpillés sur le sol de marbre, formant un tableau désolant. « Véronique, pourquoi ne m'as-tu pas attendu pour prendre cette décision ?» demanda-t-il, essayant de garder un ton neutre. « Alexandre, vraiment, tu es si occupé par tes affaires que je ne voulais pas te déranger avec de tels détails domestiques. D'ailleurs, tu me fais confiance pour m'occuper de Émilie quand tu voyages. N'est-ce pas ?» Cette réponse, logique en surface, laissa pourtant un goût amer dans la bouche d'Alexandre.
Il se souvenait vaguement des conversations précédentes où Véronique mentionnait les difficultés à aider Émilie, ses caprices et son caractère difficile. Il avait toujours accepté ses explications sans les remettre en question, trop absorbé par les fluctuations de la bourse et les négociations complexes qui occupèrent ses journées. Émilie tenait contre elle un vieil ours en peluche, usé par le temps. Alexandre reconnut le jouet. Il appartenait à Isabelle, la mère d'Émilie, qui avait quitté ce monde 3 ans auparavant dans un accident de voiture. Cet ours était pratiquement le seul lien tangible qui restait entre la fillette et ses premiers souvenirs de tendresse maternelle. « Pourquoi tient-elle encore cet ours ?» demanda Véronique avec une pointe d'agacement. À 6 ans, elle devrait commencer à abandonner ses enfantillages. Cela ne l'aide pas à grandir. Alexandre observa l'expression de sa fille se fermer davantage. Émilie serra l'ours plus fort contre elle, comme si elle craignait qu'on le lui arrache également. Cette image le troubla plus qu'il ne voulait l'admettre. Depuis quand sa fille avait-elle cette expression de peur permanente? « Je pense qu'elle peut garder son ours, » dit-il finalement. Il n'y a rien de mal à conserver quelques souvenirs. Véronique haussa les épaules avec un sourire contraint. « Comme tu voudras, mais ne viens pas te plaindre si elle devient trop attachée au passé pour avancer. » Le reste de la soirée se déroula dans une atmosphère tendue. Alexandre remarqua plusieurs détails qui lui avaient échappé lors de ses précédents retours, la façon dont Émilie sursautait au moindre bruit, son appétit presque inexistant au dîner, sa tendance à regarder Véronique avant de répondre à la moindre question, comme si elle cherchait une autorisation silencieuse. Quand vint l'heure du coucher, Alexandre décida exceptionnellement d'accompagner sa fille dans sa chambre. La pièce, décorée dans des tons pastels, semblait presque trop parfaite, comme un décor de magazine plutôt qu'un espace de vie d'enfant. « Papa » chuchota Émilie une fois qu'ils furent seuls. « Tu restes combien de temps cette fois ?»« Quelques jours, ma puce. Pourquoi ?» Émilie hésita, ses petits doigts jouant avec les oreilles de son ours en peluche. « J'aimerais que tu restes toujours. » Cette confession, prononcée avec une simplicité déchirante, fit naître en Alexandre un sentiment qu'il avait longtemps enfoui, le doute. Doute sur ses priorités, sur ses choix, sur la vie qu'il avait construite autour de sa fille, sans vraiment l'inclure dans l'équation. « Je dois travailler, Émilie. C'est comme cela que je peux vous offrir cette belle maison, tes vêtements, tes jouets. Mais moi, je veux juste toi, papa. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Alexandre longtemps après qu'Émilie se fut endormie. En redescendant au salon, il trouva Véronique installée confortablement, sirotant un verre de vin et parcourant un magazine de décoration. « Elle va bien ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « Je pense qu'elle a besoin de plus d'attention. Alexandre, tu sais bien que je fais de mon mieux, mais cet enfant est parfois compliqué. Elle a hérité du tempérament artistique de sa mère. Tu sais comme ces personnes peuvent être imprévisibles. » Cette remarque sur Isabelle irrita Alexandre plus qu'il ne s'y attendait. Sa première épouse avait effectivement été une âme sensible, une pianiste talentueuse, qui apportait de la musique et de la joie dans leur foyer. Véronique, qu'il avait épousée 2 ans après la disparition d'Isabelle, était son exact opposé. Pragmatique, organisée, efficace. Il avait pensé que ces qualités feraient d'elle une belle-mère idéale pour Émilie. « Peut-être devrais-je réduire mes voyages d'affaires » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Véronique. « Ne dis pas de bêtises. Ton travail est ce qui nous permet de vivre dans ce luxe. Émilie s'habitue progressivement. Les enfants sont plus résistants qu'on ne le pense. » Mais en montant se coucher, Alexandre ne put s'empêcher de passer devant la chambre d'Émilie. La porte entr'ouverte lui permit d'apercevoir sa fille, endormie mais agitée, tenant son ours contre elle comme un bouclier contre les cauchemars. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Alexandre Dubois eut du mal à trouver le sommeil. Les images de la journée se bousculaient dans son esprit, les cheveux coupés, les larmes, la peur dans les yeux de sa fille, et surtout cette question lancinante qui commençait à germer. Et si Véronique ne lui disait pas toute la vérité sur ce qui se passait en son absence?
Le lendemain matin, Alexandre se réveilla plus tôt qu'à l'habitude. Un sommeil agité l'avait laissé avec une sensation de malaise qu'il n'arrivait pas à définir. En descendant pour le petit déjeuner, il espérait secrètement passer un moment tranquille avec Émilie avant que la routine habituelle ne reprenne ses droits. Mais en arrivant dans la cuisine, il ne trouva que Véronique, élégamment vêtue d'un tailleur crème, sirotant son café en parcourant les journaux financiers. L'image était parfaite, celle d'une épouse accomplie, informée des affaires de son mari, prête à le soutenir dans ses entreprises. « Où est Émilie ?» demanda Alexandre en se servant une tasse de café. « Encore dans sa chambre. Elle boude depuis hier soir. Je pense qu'elle essaie de te manipuler avec ses larmes. Les enfants sont très habiles pour cela, tu sais. » Cette explication ne satisfit pas Alexandre. Il monta jusqu'à la chambre de sa fille et frappa doucement à la porte. « Émilie, tu ne descends pas prendre ton petit déjeuner ?» Un silence, puis une petite voix. « J'ai pas faim, papa. » Alexandre entra dans la chambre. Émilie était assise sur son lit, toujours en pyjama, l'ours en peluche serré contre elle. Ses cheveux coupés de façon inégale donnaient à son visage une expression encore plus fragile. « Ma puce, il faut que tu manges pour grandir. Viens, je vais te préparer quelque chose que tu aimes. » Émilie leva vers lui des yeux incertains. « Véronique dit que je dois finir toute mon assiette, même si j'aime pas, et si je finis pas, j'ai pas le droit de sortir de table. » Cette révélation surprit Alexandre. Il n'était pas expert en éducation d'enfants, mais cette méthode lui semblait excessive. « Et qu'est-ce qui se passe si tu ne finis pas ton assiette ?» Émilie détourna le regard. « Je dois rester assise jusqu'à ce que je mange tout. Parfois, ça dure très longtemps. » Alexandre sentit une pointe d'irritation monter en lui. Véronique ne lui avait jamais mentionné ces détails concernant l'éducation d'Émilie. Il avait toujours supposé que les repas se déroulaient normalement, comme dans n'importe quelle famille. « Aujourd'hui, tu vas déjeuner avec moi. Nous mangerons ce que tu veux, d'accord ?» Le sourire timide qui illumina le visage d'Émilie lui serra le cœur. Quand avait-il vu sa fille sourire pour la dernière fois? En redescendant avec Émilie, Alexandre annonça à Véronique qu'il s'occuperait du petit déjeuner de sa fille. Véronique haussa un sourcil, mais ne fit aucun commentaire, se contentant de ranger ses journaux avec une précision méthodique. « Très bien, mais ne la laisse pas prendre de mauvaises habitudes. Les enfants ont besoin de structure et de discipline. » Alexandre prépara des crêpes, se souvenant vaguement qu'Isabelle en faisait parfois le dimanche matin. Émilie observait chaque geste avec une attention presque inquiète, comme si elle craignait que ce moment de bonheur ne s'évapore. « Papa, tu te souviens de maman ?» demanda-t-elle soudainement. La question prit Alexandre au dépourvu. Il parlait rarement d'Isabelle, trouvant ces conversations trop douloureuses et, d'une certaine manière, déloyales envers Véronique. « Bien sûr que je me souviens d'elle. Pourquoi cette question ?» Véronique dit que maman était, comment elle dit déjà, instable. C'est quoi instable? Alexandre faillit lâcher la poêle. Véronique parlait d'Isabelle à Émilie, et en ces termes, qui t'a dit cela? Véronique, elle dit que maman était trop sensible et que c'est pour ça qu'elle est partie. Elle dit que si je pleure trop, je vais devenir comme maman. La colère qui monta en Alexandre fut si soudaine et si intense qu'il dut s'appuyer contre le plan de travail. Véronique utilisait la mémoire de sa première épouse pour manipuler émotionnellement une enfant de 6 ans. Était inacceptable. Émilie, écoute-moi bien. Ta maman était une femme merveilleuse, sensible et aimante. Être sensible n'est pas un défaut, c'est un cadeau, et pleurer quand on a mal, c'est normal. Émilie le regardait avec de grands yeux, comme si ces mots étaient une révélation. Alors, j'ai le droit de pleurer? Bien sûr que tu as le droit de pleurer. Et tu as le droit d'être triste, et d'être heureuse, et de ressentir tout ce que tu veux ressentir. Pour la première fois depuis longtemps, Émilie sembla se détendre. Elle mangea ses crêpes avec un appétit qu'Alexandre ne lui avait pas vu depuis des mois. Après le petit déjeuner, Alexandre décida de passer la journée avec sa fille.
Ils se promenèrent dans le jardin et Émilie lui montra les cachettes qu'elle avait découvertes parmi les buissons. Elle parlait peu, mais ses gestes étaient moins craintifs qu'à l'ordinaire. C'est en milieu d'après-midi qu'Alexandre remarqua quelque chose de étrange. Madame Rousseau, la voisine âgée qui habitait la propriété adjacente, s'approcha de la clôture qui séparait leur jardin. Elle sembla hésiter un moment avant de l'appeler. « Monsieur Dubois, pourriez-vous venir un instant ?» Alexandre laissa Émilie jouer avec son dinosaure, nouvellement déballé, et s'approcha de la clôture. Madame Rousseau avait l'air embarrassée, comme si elle luttait contre elle-même. « Monsieur Dubois, cela fait plusieurs mois que je me demande si je dois vous parler ou non. »« À quel sujet ?»« C'est à propos de votre fille, Émilie. J'entends parfois des choses qui m'inquiètent quand vous n'êtes pas là. » Le cœur d'Alexandre se serra. Quel genre de choses? Des cris, pas seulement d'enfants. Vous comprenez? Des cris, différents. Et votre épouse qui parle très fort, parfois. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais racontez-moi tout ce que vous avez entendu. Madame Rousseau regarda nerveusement vers la maison des Dubois avant de continuer. La semaine dernière, j'ai entendu votre fille pleurer pendant très longtemps, et Madame Dubois qui criait qu'elle devait arrêter de faire du théâtre. Puis, il y a eu un grand bruit, comme si quelque chose était tombé. Alexandre sentit ses mains se crisper sur la clôture. Autre chose. Parfois, je vois Émilie à sa fenêtre, tard le soir. Elle a l'air triste. Et il y a quelques jours, j'ai vu Madame Dubois jeter des jouets dans les poubelles, des jouets qui semblaient encore en bon état. Ces révélations frappèrent Alexandre comme autant de gifles. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Comment avait-il pu confier sa fille à quelqu'un sans jamais vérifier réellement ce qui se passait en son absence? « Merci de m'avoir parlé, » dit-il à Madame Rousseau. « Je vais regarder la situation de plus près. » En retournant vers Émilie, Alexandre observa sa fille d'un œil nouveau. Sa façon de jouer était curieusement silencieuse, presque furtive. Elle regardait régulièrement vers la maison, comme si elle s'attendait à être rappelée à l'ordre. « Émilie, quand papa n'est pas là, qu'est-ce que tu fais pendant la journée ?»« Ben, je reste dans ma chambre. Surtout, Véronique dit que c'est mieux, comme ça je la dérange pas. »« Tu restes dans ta chambre toute la journée ?»« Presque. Je peux sortir pour manger et pour aller aux toilettes, mais je dois demander la permission. » Alexandre eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Sa fille de 6 ans était pratiquement gardée prisonnière dans sa propre chambre. Comment était-ce possible? Et ton ours, tu peux le garder avec toi? Le visage d'Émilie se ferma à nouveau. Véronique dit qu'il est sale et qu'il sent mauvais. Elle veut le jeter, mais moi je le cache quand elle arrive. À cet instant, Véronique apparut sur la terrasse, élégante dans sa robe des étés. Alexandre, tu ne devrais pas laisser Émilie jouer si longtemps dehors. Elle va attraper des coups de soleil. Et tu sais comme sa peau est sensible. Alexandre regarda sa fille. Effectivement, Émilie était très pâle, mais pas à cause d'une peau sensible. Elle était pâle parce qu'elle ne sortait jamais. « Un peu de soleil ne lui fera pas de mal, » répondit-il. Alexandre, vraiment, je m'occupe de cet enfant depuis 2 ans. Je pense savoir ce qui est bon pour elle. Cette remarque, prononcée avec une assurance absolue, révéla à Alexandre, elle, étendue du problème. Véronique S. était appropriée l'éducation d'Émilie et l'avait transformée en système de contrôle total. Le soir venu, Alexandre eut une conversation tendue avec Véronique. Elle nia catégoriquement les exagérations d'Émilie et de cette vieille fouineuse de Madame Rousseau. « Alexandre, tu ne peux pas croire tout ce que raconte une enfant de 6 ans. Elle a une imagination débordante, comme sa mère. Et quant à Madame Rousseau, c'est une femme seule qui n'a rien d'autre à faire que d'épier ses voisins. » Mais Alexandre N. était plus convaincu. Trop d'éléments s'accumulaient, trop de détails troublants émergeaient. Et surtout, il y avait cette peur dans les yeux de Émilie, cette tension permanente qui ne devrait pas exister chez un enfant. Cette nuit-là, Alexandre prit une décision qui allait changer le cours de sa vie.
il ne repartirait pas en voyage d'affaires comme prévu. Il allait rester et observer. Il allait découvrir ce qui se passait réellement dans sa propre maison quand il n'était pas là. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette décision allait révéler des vérités bien plus sombres qu'il n'osait l'imaginer. Des vérités qui remettraient en question non seulement son mariage, mais l'ensemble de sa vie soigneusement construite. Le lendemain matin, quand Véronique lui demanda quand il comptait repartir pour ses affaires, Alexandre répondit simplement « J'ai décidé de rester quelques semaines. Il est temps que je passe plus de temps avec ma fille. » L'expression qui traversa furtivement le visage de Véronique, un mélange de surprise et d'inquiétude, confirma ses soupçons naissants. Quelque chose se tramait dans cette maison et il était bien décidé à découvrir quoi. Les jours suivants transformèrent la routine habituelle de la Maison du Bois en un étrange ballet d'observation mutuelle. Alexandre avait annulé tous ses rendez-vous professionnels, prétextant un besoin de réorganiser ses priorités familiales. Cette décision inédite avait visiblement perturbé Véronique, qui multipliait les remarques sur l'importance de ses affaires et les conséquences financières de son absence prolongée. Alexandre, ton associé Pierre, a appelé 3 fois aujourd'hui. Il dit que le contrat avec les Japonais ne peut pas attendre. Tu ne peux pas tout laisser tomber comme ça, insistait-elle en préparant le dîner. Mais Alexandre restait ferme dans sa décision. Pour la première fois depuis des années, il découvrait sa propre maison et, surtout, il observait les interactions entre Véronique et Émilie quand elles se croyaient non observées. Ce qu'il découvrit le glaça progressivement. Le 3e jour de son séjour prolongé, Alexandre fit semblant de sortir faire des courses. Il gara sa voiture dans une rue adjacente et revint discrètement par le jardin. Caché derrière les grands chênes qui bordèrent la propriété, il avait une vue parfaite sur le salon par les larges baies vitrées. Ce qu'il vit lui donna la nausée. Véronique avait forcé Émilie à s'asseoir au piano, l'instrument que sa mère chérissait tant. Mais au lieu d'encourager la fillette, elle la corrigeait avec une violence psychologique révoltante. « Non, tu joues faux. Ta mère était peut-être musicienne, mais toi tu n'as aucun talent. Recommence. » Émilie, les larmes aux yeux, essayait de reprendre la mélodie simple qu'elle tentait d'apprendre. Ses petits doigts tremblaient sur les touches, et chaque erreur déclenchait une nouvelle vague de critiques acerbes. « Tu es exactement comme elle, faible, sensible, incapable de faire quelque chose correctement. » Alexandre dut se mordre la lèvre pour ne pas intervenir immédiatement. Il devait voir l'étendue des dégâts, comprendre depuis combien de temps cela durait. Véronique arracha soudainement l'ours en peluche des bras d'Émilie. « Et arrête de te cramponner à cette chose répugnante. Tu as 6 ans, pas 2. »« Non, rends-le-moi, s'il te plaît, » sanglota Émilie. « Tu le récupéreras quand tu auras joué cette mélodie correctement, et sans pleurer. » Alexandre vit sa fille essayer désespérément de retenir ses larmes tout en reprenant le morceau. Ses petites épaules tremblaient d'effort et de chagrin contenu. Cette image lui brisa le cœur. Mais le pire était encore à venir. Véronique décrocha son téléphone portable et composa un numéro. « Bonjour, c'est moi. »« Oui, il est parti. »« Non, il ne soupçonne rien. »« L'enfant, elle ne dira rien. Elle sait ce qui lui arrive si elle parle. » Alexandre tendit l'oreille, mais Véronique S. éloigna vers la cuisine, parlant à voix basse. Qui appelait-elle? Et pourquoi parlait-elle de Émilie en ces termes? 20 minutes plus tard, Alexandre fit du bruit en rentrant officiellement par la porte principale. Quand il arriva au salon, il trouva Véronique lisant tranquillement un magazine et Émilie jouant sagement avec des cubes, l'ours en peluche à ses côtés. Le tableau était parfait, presque trop parfait. « Comment s'est passée ta matinée ?» demanda-t-il à Véronique. « Très bien. Émilie a fait un peu de piano. Elle progresse, même si elle a encore beaucoup de travail. » Alexandre regarda sa fille. Émilie évitait soigneusement son regard, concentrée sur ses cubes avec une intensité qui n'avait rien de naturel. « Émilie, tu veux me jouer le morceau que tu as appris ?»
La fillette jeta un regard rapide vers Véronique avant de secouer la tête. Je sais pas bien encore, papa. Allons, ne sois pas timide, encouragea Véronique avec un sourire qui ne trompait plus Alexandre. Montre à papa comme tu es sage quand tu t'appliques. Le mot sage résonna étrangement. Émilie se dirigea vers le piano avec la démarche d'un condamné vers l'échafaud. Elle commença à jouer, et Alexandre nota immédiatement la tension dans ses gestes, la peur de l'erreur qui paralysait sa spontanéité. Ce soir-là, Alexandre décida de fouiller discrètement la maison. Véronique était sortie pour son cours de pilates hebdomadaire, et Émilie dormait déjà. Il commença par le bureau de Véronique, une pièce qu'elle considérait comme son domaine privé. Dans le tiroir verrouillé de son secrétaire, qu'il força avec un canif, il découvrit des documents qui le stupéfièrent, des lettres d'avocat concernant ses propres affaires, des copies de contrats confidentiels de son entreprise, et surtout, une correspondance avec Marcus Beaumont, son principal concurrent dans le secteur financier. Les échanges révélaient une trahison systématique. Véronique transmettait régulièrement à Beaumont des informations privilégiées sur les projets d'Alexandre, ses stratégies commerciales, ses faiblesses. En échange, elle recevait des sommes importantes et la promesse d'une position dans l'entreprise de Beaumont le moment venu. Mais le plus choquant était une note manuscrite de Véronique. « A. Ne soupçonne rien. Continue de croire que je m'occupe bien de sa fille. » L'enfant est un excellent moyen de pression. Elle obéit par peur et se tait par terreur. Si jamais A découvre quelque chose, je peux toujours prétendre qu'elle ment ou exagère. Qui croirait une enfant de 6 ans contre une adulte respectable? Alexandre dut s'asseoir, le souffle coupé. Sa femme n'était pas seulement en train de détruire sa fille psychologiquement, elle le trahissait aussi professionnellement et depuis des mois, peut-être des années. Il continua ses recherches et trouva un carnet dans lequel Véronique notait méticuleusement les méthodes éducatives qu'elle appliquait à Émilie. La lecture de ces notes lui donna envie de vomir. Émilie a de nouveau parlé de sa mère aujourd'hui. J'ai augmenté la durée d'isolement dans sa chambre. Elle doit comprendre que le passé est le passé. L'enfant a mouillé son lit la nuit dernière. Je l'ai fait nettoyer elle-même et dormir sur les draps humides pour qu'elle comprenne. Émilie a refusé de manger sa soupe. Je l'ai laissée à table jusqu'à 21h. Elle a fini par tout avaler. La faim est un excellent professeur. Page après page, Alexandre découvrait l'ampleur de la maltraitance psychologique que subissait sa fille. Chaque caprice d'Émilie était minutieusement puni. Chaque expression de tristesse ou de nostalgie concernant sa mère était réprimée avec une cruauté calculée. Une note particulièrement troublante attira son attention. L'enfant devient trop attaché à son ours. Cet objet représente un lien avec le passé qu'elle doit couper. Je dois trouver un moyen de m'en débarrasser définitivement sans qu'Alexandre s'en mêle. Alexandre referma le carnet, les mains tremblantes. Sa fille vivait un cauchemar depuis 2 ans, et lui n'avait rien vu. Pire, il avait fait confiance à la personne même qui détruisait son enfant. Il remonta discrètement vers la chambre d'Émilie. La porte était entr'ouverte, et il put voir sa fille dormant en chien de fusil, l'ours serré contre elle, comme un bouclier dérisoire contre les monstres bien réels qui peuplaient sa vie quotidienne. Le lendemain matin, Alexandre se leva avec une détermination nouvelle. Il devait agir, mais intelligemment. Véronique était manipulatrice et dangereuse. Si elle se sentait menacée, elle pourrait s'en prendre encore plus violemment à Émilie ou disparaître avec les preuves de sa trahison. Il commença par prendre discrètement des photos des documents compromettants. Puis, il installa une application d'enregistrement sur son téléphone, décidé à capturer une conversation révélatrice. L'occasion se présenta plus tôt qu'il ne l'espérait. Véronique reçut un appel vers 14h. Alexandre, qui faisait semblant de lire dans le salon adjacent, tendit l'oreille. « Marcus, non, tu ne peux pas venir ici maintenant. Alexandre est là. Comment ça? Qu'est-ce qu'il fiche à la maison? Je n'en sais rien. Il dit qu'il veut passer du temps avec sa fille. Oui, c'est ennuyeux, mais il repartira bien. Non, l'enfant ne dira rien, je te l'ai dit.
Elle me craint plus qu'elle ne l'aime, lui. » Alexandre enregistrait chaque mot, son cœur battant à tout rompre. La trahison était pire qu'il ne l'avait imaginé. Véronique et Beaumont avaient une relation qui dépassait largement le cadre professionnel. « Écoute, donne-moi encore quelques jours. Je vais trouver un moyen de le faire repartir. Et après, on pourra... » Non, je ne veux pas précipiter les choses. Si on divorce maintenant, il va tout fouiller et découvrir notre arrangement. Il faut que je trouve autre chose. La conversation continua pendant 10 minutes, révélant l'étendue de la conspiration. Véronique et Beaumont planifiaient depuis des mois la chute d'Alexandre, utilisant les informations volées pour prendre des positions avantageuses sur le marché avant les annonces officielles de son entreprise. Quand Véronique raccrocha, Alexandre avait en sa possession assez de preuves pour la faire condamner. Mais sa priorité n'était pas la vengeance. Était la protection d'Émilie. Il monta dans la chambre de sa fille. Émilie était assise par terre, dessinant dans un carnet. Quand elle le vit, elle cacha rapidement son dessin. « Qu'est-ce que tu dessines, ma puce ? » ?»« Rien de spécial. » Alexandre s'agenouilla à côté d'elle. « Je peux voir ?» Émilie hésita, puis lui tendit le carnet. Le dessin représentait une petite fille aux cheveux longs, comme Émilie les avait avant, tenant la main d'un homme en costume, Alexandre, et d'une femme en robe, probablement Isabelle. Tous souriaient. Dans un coin, isolé et coloré en noir, une autre femme, Véronique, regardait la scène avec colère. « C'est très beau », murmura Alexandre, la gorge serrée. « Papa, je peux te demander quelque chose ? Tout ce que tu veux. Est-ce que maman reviendra un jour ?» Cette question innocente acheva de briser le cœur d'Alexandre. Il prit sa fille dans ses bras, respirant l'odeur de ses cheveux coupés trop courts, sentant ses petits os fragiles contre sa poitrine. « Non, ma chérie, maman ne reviendra pas, mais moi, je suis là, et je te promets que les choses vont changer. » Pour la première fois depuis longtemps, Émilie se détendit complètement dans ses bras, et Alexandre comprit qu'il était temps d'agir, quel qu'en soit le prix. Alexandre passa la nuit à élaborer son plan. Il ne pouvait plus attendre, mais il devait agir avec intelligence. Véronique était dangereuse, manipulatrice, et elle avait démontré qu'elle était capable de s'en prendre à une enfant innocent. Il devait la prendre au piège, de manière irréfutable. Le lendemain matin, il annonça à Véronique qu'il avait finalement décidé de partir en voyage d'affaires urgent à Londres. « Tu avais raison. Les affaires ne peuvent pas attendre. Je pars cet après-midi. » Le soulagement visible sur le visage de Véronique confirma ses soupçons. Elle avait hâte de le voir partir pour reprendre ses activités secrètes. « C'est sage, Alexandre, et ne t'inquiète pas pour Émilie, je m'en occuperai très bien, comme toujours. » Ces mots, prononcés avec un sourire qui se voulait rassurant, donnèrent des frissons à Alexandre. Il savait désormais ce que signifiait s'occuper très bien des Émilie dans le vocabulaire de Véronique. Mais au lieu de partir, Alexandre se cacha dans le pavillon d'été au fond du jardin. Équipé de jumelles et de matériel d'enregistrement, il avait installé discrètement plusieurs micro-caméras dans la maison, cachées dans des objets décoratifs. Il allait enfin voir et entendre tout ce qui se passait en son absence. À peine sa voiture avait-elle disparu au bout de l'allée que Véronique téléphonait. « Marcus, il est parti. Oui, enfin, tu peux venir ? Non, ne t'inquiète pas pour l'enfant. Elle restera dans sa chambre. J'ai prévu quelque chose de spécial pour qu'elle ne nous dérange pas. » Alexandre enregistrait chaque mot, le sang bouillant dans ses veines. Quel genre de quelque chose de spécial Véronique avait-elle prévu pour sa fille? 1 heure plus tard, Marcus Beaumont, un homme élégant d'une 50aine d'années que connaissait bien Alexandre, arriva discrètement. Les 2 complices s'installèrent dans le salon, sirotant du champagne et examinant des documents. Grâce aux caméras cachées, Alexandre put entendre leur conversation dans ses moindres détails. Alors, où en sommes-nous avec le projet de rachachage de sa boîte ? Demandait Beaumont. Tout se déroule comme prévu.
Grâce aux informations que je t'ai transmises, tu as pu prendre des positions très avantageuses. Ses clients commencent à avoir des doutes sur sa capacité à gérer leur portefeuille. Excellent. Et financièrement? J'ai accès à ses comptes depuis que nous sommes mariés. Il a bêtement ajouté mon nom sur plusieurs comptes. Une fois le divorce prononcé, j'aurai droit à la moitié de ses biens. Et l'enfant? Elle ne risque pas de compliquer les choses? Véronique eut un rire glacial. Émilie, cette petite souris terrorisée, elle fera ce qu'on lui dit. D'ailleurs, j'ai mes méthodes pour qu'elle reste discrète. Tu n'es pas trop dur avec elle? Si jamais il y a une enquête sociale, Marcus, tu me connais mal. Je ne laisse jamais de traces physiques, mais psychologiquement, disons que cet enfant sait parfaitement ce qui lui arrive si elle parle. Et puis, qui croirait les divagations d'une gamine de 6 ans contre le témoignage d'une épouse irréprochable? Alexandre dut se retenir de sortir immédiatement de sa cachette et de confronter ces deux monstres. Mais il devait en entendre plus. Au fait, continua Véronique, j'ai trouvé le moyen parfait de briser définitivement son lien avec sa mère biologique. Comment ça? Véronique sortit de son sac l'ours en peluche d'Émilie, l'ours que sa fille chérissait, son seul lien avec sa mère disparue. Cet horrible truc, elle s'y accroche comme une bouée de sauvetage. Aujourd'hui, pendant qu'Alexandre est absent, je vais le brûler devant elle. Et je lui dirai que c'est parce qu'elle a été désobéissante. N'est-ce pas un peu extrême? Marcus, tu ne comprends pas. Tant qu'elle garde des liens avec sa mère, elle résiste. Il faut qu'elle comprenne que son passé n'existe plus, que moi seul compte désormais. La destruction de cet ours sera symbolique. Je détruis sa résistance avec. Alexandre sentit une rage si intense l'envahir qu'il eut du mal à respirer. Cette femme comptait torturer psychologiquement sa fille, détruire ses derniers souvenirs de bonheur, et cela par pur sadisme et calcul. Et après, demanda Beaumont, après, Alexandre sera dans un état émotionnel si fragile qu'il acceptera n'importe quel arrangement de divorce. Il se sentira coupable d'avoir laissé sa fille, difficile et traumatisée, me causer des problèmes. Je récupérerai ma part de ses biens. Et toi, tu pourras racheter son entreprise pour une bouchée de pain. Tu es diabolique, rit Beaumont, mais efficace. J'ai appris très jeune qu'il faut savoir saisir les opportunités. Quand Isabelle a eu son accident, j'ai vu ma chance. Alexandre était vulnérable, désemparé. Il avait besoin d'une femme forte pour l'aider. Je me suis présenté comme la solution parfaite. Tu n'as jamais eu de sentiment pour lui? Alexandre? Ne sois pas ridicule. Il est ennuyeux, obsédé par son travail et émotionnellement handicapé. Mais il est riche. Et la richesse, ça se vole intelligemment. Alexandre enregistrait chaque mot, chaque rire cruel, chaque révélation sur la manipulation dont il était victime depuis des années. Mais ce qui l'horrifiait le plus, était de savoir que Émilie allait subir une nouvelle torture dans les minutes qui suivaient. C'est alors qu'il entendit des pleurs d'enfants venant de l'étage. Émilie appelait, demandant si elle pouvait descendre boire de l'eau. « Véronique, j'ai soif !» criait la petite voix. « Reste dans ta chambre, je t'ai dit de ne pas sortir tant que papa n'est pas rentré. » Mais Émilie, probablement rassurée par le fait que son père semblait absent pour plusieurs jours, osa insister. « S'il te plaît, j'ai vraiment soif. » Véronique se leva, l'ours à la main. « Excuse-moi, Marcus, je dois m'occuper de cette petite peste. » Autant régler le problème de l'ours maintenant. Alexandre la vit monter l'escalier, Beaumont sur ses talons, curieux d'assister au spectacle de la destruction psychologique d'une enfant. Était le moment. Alexandre ne pouvait plus attendre. Il sortit de sa cachette, entra dans la maison par la porte de service et monta silencieusement l'escalier. La porte de la chambre d'Émilie était ouverte, et il entendait la conversation. « Émilie, j'ai quelque chose à te dire, » disait Véronique d'une voix faussement douce. « Tu as été très désobéissante ces derniers temps. Tu refuses de m'obéir, tu pleures tout le temps, et tu t'accroches à ce vieil ours sale. Non, je suis sage, je promets. » Il est trop tard pour les promesses. Cet ours représente ton passé, et ton passé te rend capricieuse.
Il faut qu'il disparaisse. Alexandre apparut dans l'encadrement de la porte au moment exact où Véronique sortait un briquet et s'apprêtait à enflammer l'ours en peluche devant les yeux terrifiés de Émilie. « Arrêtez !» rugit-il. Véronique sursauta si violemment qu'elle lâcha le briquet. Beaumont recula instinctivement. Émilie, reconnaissant la voix de son père, éclata en sanglots de soulagement. « Papa, elle veut brûler mon ours. Elle veut brûler maman. » Alexandre entra dans la pièce, l'œil noir tenant son téléphone d'où échappait encore le son de l'enregistrement de leur conversation. « J'ai tout entendu, » dit-il d'une voix glaciale. « Chaque mot, chaque menace, chaque aveu. » Véronique tenta de reprendre contenance. « Alexandre, que fais-tu ici? Tu devais partir à Londres. J'ai menti. »« Comme toi tu mens depuis des années. » Il s'approcha de Émilie et prit l'ours des mains de Véronique. « Ma chérie, va dans ta chambre et ferme la porte. Papa doit avoir une discussion avec Véronique et ce monsieur. » Émilie obéit immédiatement, serrant son ours récupéré contre elle. Alexandre se tourna vers les deux complices. « Marcus Beaumont, je me demandais qui était votre informateur. Maintenant je sais. » Beaumont essaya de minimiser. « Alexandre, je peux tout expliquer. » Il n'y a rien à expliquer. J'ai les enregistrements, les documents, les preuves de votre trahison commerciale et de la maltraitance psychologique que vous, Véronique, infligez à ma fille. » Véronique tenta une dernière manipulation. « Alexandre, tu ne comprends pas. Cet enfant est difficile. Elle ment constamment. Je fais de mon mieux, mais elle... » « Taisez-vous, » explosa Alexandre. « J'ai vu vos notes, j'ai lu vos méthodes. Vous torturez psychologiquement une enfant de 6 ans. Vous l'isolez, vous la terrorisez, vous détruisez ses souvenirs de sa mère. » Beaumont tenta de s'éclipser discrètement, mais Alexandre lui bloqua le passage. « Oh non, Marcus, vous ne partez pas. Vous allez rester ici jusqu'à l'arrivée de la police. Escroquerie, vol d'informations confidentielles, complicité de maltraitance. Vous avez du souci à vous faire. » Véronique changea de stratégie. Et passant de la manipulation à la menace, « Alexandre, réfléchis. Si tu me dénonces, tout sortira. Tes clients découvriront que ton épouse te volait des informations. Ta réputation sera ruinée. » « Ma réputation ?» Alexandre eut un rire amer. « Vous croyez que ma réputation compte plus que ma fille, plus que sa sécurité ?» Il sortit son téléphone et composa le numéro de la police. « Allô ? Je souhaite signaler des cas de maltraitance psychologique sur mineurs et de vol d'informations commerciales. » Véronique réalisa soudain que son château de cartes écroulait. Toutes ces manipulations, tous ces calculs, tous ces mensonges venaient de s'effondrer en quelques minutes. « Tu ne peux pas me faire ça. J'ai consacré 2 ans de ma vie à cette famille. Vous avez consacré 2 ans à détruire ma fille et à voler mes secrets commerciaux. C'est terminé, Véronique. Votre comédie est finie. » Quand la police arriva, accompagnée d'une assistante sociale, Alexandre avait organisé méthodiquement toutes ses preuves, enregistrements, documents volés, témoignages de voisins qu'il avait rapidement contactés et surtout, les notes détaillées de Véronique sur ses méthodes éducatives. Émilie, interrogée avec douceur par l'assistante sociale, raconta pour la première fois sans peur ce qu'elle vivait depuis 2 ans. Ces mots simples et directs furent plus accablants que tous les documents réunis. Elle me disait que si je parlais à papa, elle jetterait mon ours et que maman serait triste. Elle me disait que j'y étais méchante comme maman et que c'est pour ça que maman était partie. Véronique et Beaumont furent arrêtés dans la soirée. Les chefs d'accusation étaient lourds. Maltraitance psychologique, vol de secrets commerciaux, escroquerie, manipulation de mineurs. Alors que les policiers emmenaient Véronique, elle se retourna vers Alexandre. « Tu crois avoir gagné. Cet enfant restera marqué à vie. Tu ne pourras jamais effacer ce que j'ai fait. » Alexandre la regarda droit dans les yeux. « Peut-être, mais au moins, elle sera en sécurité et elle saura qu'elle est aimée. » Une fois la maison redevenue silencieuse, Alexandre monta retrouver Émilie. Elle était assise sur son lit, tenant son ours contre elle. Les yeux encore rouges de larmes mais apaisés. « Papa ? Véronique ne reviendra plus ? » « Non, ma chérie.
Plus jamais. Et je pourrais garder mon ours? Pour toujours. Émilie se blottit contre son père. Papa, tu pars plus en voyage? Alexandre regarda sa fille. Vraiment regarda, pour la première fois depuis des années. Il vit les cicatrices invisibles, la peur qui s'estompait lentement, mais aussi la force incroyable de cette petite personne qui avait survécu à 2 années d'enfer. « Non, ma puce, je ne pars plus. Nous avons beaucoup de temps à rattraper, toi et moi. » Et pour la première fois depuis la disparition d'Isabelle, la maison des Dubois retrouva le silence de la paix et non plus celui de la peur. Les semaines qui suivirent l'arrestation de Véronique et Marcus Beaumont furent à la fois libératrices et douloureuses. Alexandre découvrait progressivement, l'étendue des dégâts causés par 2 années de manipulation et de maltraitance psychologique. Émilie, bien qu'enfin en sécurité, portait des cicatrices invisibles qui ne guériraient pas du jour au lendemain. Le premier défi fut de établir une nouvelle routine. Alexandre, qui avait passé sa vie adulte à fuir les complications émotionnelles, se retrouvait face à la responsabilité de reconstruire la confiance de sa fille. Il engagea une psychologue spécialisée dans les traumatismes infantiles, Dr Claire Moreau, une femme douce et patiente qui devint rapidement un pilier dans leur processus de guérison. Monsieur Dubois, lui expliqua le docteur Moreau lors de leur première consultation, Émilie a vécu dans un état de stress chronique pendant 2 ans. Elle a appris à anticiper la punition, à réprimer ses émotions naturelles et à se méfier des adultes. La reconstruction prendra du temps. Alexandre écoutait avec une attention qu'il n'avait jamais accordée aux problèmes humains. Que dois-je faire? Comment puis-je l'aider? Soyez patient, soyez constant. Et surtout, ne tentez pas de compenser 2 années d'absence en quelques semaines. Émilie a besoin de prévisibilité, de sécurité émotionnelle et de la certitude que vous ne disparaîtrez plus. Les premiers jours furent difficiles. Émilie sursautait au moindre éclat de voix, demandait systématiquement la permission pour les gestes les plus simples et refusait de manger si Alexandre n'était pas présent. Elle testait constamment sa présence, se réveillant la nuit pour vérifier qu'il était toujours là. Alexandre dut réapprendre les gestes les plus élémentaires de la paternité. Comment préparer un petit déjeuner qui plaise à sa fille? Comment lui brosser les cheveux sans la faire sursauter? Comment interpréter ses silences et ses regards? Un matin, en voyant Émilie jouer silencieusement avec ses cubes, disposant méthodiquement chaque pièce sans jamais en faire tomber une seule, Alexandre comprit que même ses jeux étaient marqués par la peur de l'erreur. « Émilie, dit-il doucement, et si on construisait quelque chose de énorme, une tour si haute qu'elle touchera le plafond ?» Émilie le regarda avec surprise. « Mais si elle tombe, eh bien, on la reconstruira. C'est amusant de voir les cubes tomber, non ?» Cette simple permission de faire des erreurs, de créer du désordre, de jouer sans crainte des conséquences, fut une révélation pour Émilie. Elle passa l'après-midi à construire et détruire, riant aux éclats quand les tours s'écroulaient. Alexandre n'avait jamais entendu un son plus beau que ce rire spontané de sa fille. Parallèlement, Alexandre dut gérer les conséquences professionnelles de la trahison. Marcus Beaumont avait causé des dégâts considérables à son entreprise. Plusieurs clients avaient fui, alertés par des fuites orchestrées par Beaumont grâce aux informations fournies par Véronique. Alexandre passa des semaines à reconstituer sa réputation, expliquant la situation à ses partenaires, rétablissant la confiance. Mais, chose surprenante, cette crise professionnelle ne l'angoissait plus comme autrefois. Sa priorité absolue était désormais Émilie. Il refusa plusieurs contrats lucratifs qui l'auraient obligé à voyager, délégua davantage à ses associés et réorganisa complètement ses horaires pour être présent quand sa fille rentrait de l'école. École, justement, fut un autre défi. Mademoiselle Laurent, l'institutrice d'Émilie, demanda à rencontrer Alexandre. « Monsieur Dubois, je dois vous dire que Émilie a beaucoup changé ces derniers mois. Elle était devenue très anxieuse, perfectionniste à l'excès.
Elle refaisait ses devoirs plusieurs fois, paniquait à la moindre critique et évitait les interactions avec les autres enfants. Alexandre découvrait avec horreur que les traumatismes d'Émilie dépassaient le cadre familial. Véronique avait réussi à instiller une peur si profonde que sa fille était paralysée même à l'école. Depuis les événements récents, nous avons noté une amélioration progressive. Elle ose lever la main en classe, participe aux jeux de récréation et semble moins tendue, mais elle aura besoin de temps pour retrouver une confiance normale. Alexandre remercia l'institutrice et promit de maintenir un dialogue régulier. Il réalisa qu'il devrait reconstruire non seulement sa relation avec Émilie, mais aussi l'aider à reconstruire sa relation au monde. Le processus judiciaire suivait son cours. Véronique et Beaumont avaient été mis en examen pour plusieurs chefs d'accusation. Leurs avocats tentaient de minimiser les faits, prétendant que les méthodes éducatives de Véronique étaient simplement strictes mais légales, et que l'espionnage industriel était un malentendu. Mais les preuves étaient accablantes. Les enregistrements d'Alexandre, les témoignages de voisins, les notes détaillées de Véronique, et surtout le témoignage poignant d'Émilie face aux enquêteurs sociaux avaient construit un dossier irréfutable. Maître Sophie Dubois, aucun lien de parenté, l'avocate d'Alexandre, était optimiste. Il tente de négocier un accord, mais nous n'accepterons rien qui ne garantisse pas une interdiction totale d'approcher Émilie. Quant aux dommages commerciaux, nous récupérerons une bonne partie de vos pertes. Mais Alexandre s'aperçut que la vengeance ne l'intéressait plus. Il voulait justice, protection pour sa fille et réparation des dommages, mais pas par esprit de revanche. Il voulait tourner la page et se concentrer sur l'avenir. Un jour, Émilie lui posa une question qui le bouleversa. « Papa, est-ce que je suis cassée ?»« Cassée ? Pourquoi dis-tu ça, ma chérie ?»« Parce que Véronique disait que J était cassée comme maman, et que les personnes cassées, ça ne guérit jamais. » Alexandre s'agenouilla devant sa fille, cherchant les mots justes. « Émilie, regarde-moi. Tu n'es pas cassée. Tu es forte, courageuse et merveilleuse. Véronique t'a dit des mensonges pour te faire du mal. La vérité, c'est que tu es parfaite exactement comme tu es, mais je pleure tout le temps maintenant. Et c'est normal, tu as le droit de pleurer, de rire, d'être en colère, d'être triste. Tous ces sentiments font partie de toi, et ils sont tous précieux. » Cette conversation marqua un tournant. Émilie commença à exprimer ses émotions plus librement, posant des questions sur sa mère, sur Véronique, sur ce qui était passé. Alexandre répondit avec honnêteté, adaptant ses explications à l'âge de sa fille, mais sans jamais mentir. Le docteur Moreau les accompagnait dans ce processus. Elle expliqua à Alexandre comment reconnaître les signes de détresse chez Émilie, comment l'aider à verbaliser ses peurs, comment la rassurer sans minimiser ses traumatismes. L'important, disait-elle, c'est qu'Émilie comprenne que ce qui s'est passé n'était pas sa faute. Les enfants victimes de maltraitance psychologique développent souvent un sentiment de culpabilité. Ils pensent qu'ils ont mérité les punitions, qu'ils sont responsables de la colère de l'adulte. Alexandre découvrait la complexité de la psychologie infantile. Il apprenait à déchiffrer les comportements d'Émilie, à comprendre quand un silence signifiait la peur et quand il exprimait simplement la concentration. Il apprenait à respecter ses rythmes, à ne pas forcer sa confiance, mais à la mériter jour après jour. Un soir, en regardant Émilie jouer au piano, l'instrument que Véronique avait transformé en outil de torture, Alexandre fut ému aux larmes. Sa fille jouait de nouveau, lentement, hésitant parfois, mais sans peur. La musique, héritage de sa mère Isabelle, reprenait sa place naturelle dans leur vie. « Papa, » dit Émilie en levant les yeux du clavier, « tu crois que maman m'entend quand je joue? J'en suis certain, ma puce, et je suis sûr qu'elle est très fière de toi. » Émilie sourit, un vrai sourire spontané, et reprit sa mélodie. Madame Rousseau, la voisine qui avait donné l'alerte, venait régulièrement prendre des nouvelles. « Monsieur Dubois, on entend de nouveau de la musique chez vous, et des rires, cela fait chaud au cœur. »
Alexandre réalisait combien cette tragédie avait également créé des liens. L'assistante sociale chargée du suivi Émilie, était devenue une alliée précieuse. L'institutrice s'impliquait personnellement dans le retour à la normalité de sa fille. Même ses associés, comprenant ses nouvelles priorités, avaient réorganisé l'entreprise pour lui permettre une présence familiale constante. 3 mois après les événements, Alexandre et Émilie étaient devenus une vraie équipe. Ils cuisinaient ensemble, se promenaient dans le jardin, redécorèrent la maison pour effacer les traces de l'époque Véronique. Émilie avait repris du poids, ses cheveux repoussaient, et surtout, elle parlait de nouveau spontanément. Un matin, en préparant le petit déjeuner, Émilie déclara « Papa, je t'aime ». Ces 3 mots simples récompensaient tous les efforts d'Alexandre. Il réalisa qu'il venait de vivre la période la plus difficile, mais aussi la plus riche de sa vie. En sauvant sa fille, il était également sauvé lui-même. Le procès approchait, et avec lui, la perspective de clore définitivement ce chapitre douloureux. Mais Alexandre savait que la vraie victoire était déjà remportée. Émilie lui faisait de nouveau confiance. Elle riait, elle jouait, elle rêvait. Un soir, en bordant sa fille, Alexandre lui dit « Émilie, tu sais que je t'aime plus que tout au monde. Moi aussi, oh papa. Et tu sais quoi ? » « Quoi ? » « Ma chérie, je n'ai plus peur. » Ces mots résonnèrent longtemps dans le cœur d'Alexandre. Sa fille n'avait plus peur. Après 2 années de terreur, elle avait retrouvé la sérénité de l'enfance. Était le plus beau cadeau qu'elle pouvait lui faire. 6 mois étaient écoulés depuis cette journée qui avait changé leur vie à jamais. Le procès de Véronique et Marcus Beaumont touchait à sa fin. Et Alexandre se tenait dans le couloir du tribunal, la main d'Émilie dans la sienne. Sa fille, qui avait maintenant 7 ans, portait une robe jaune, sa couleur préférée, qu'elle avait enfin pu choisir librement. Maître Sophie Dubois s'approcha d'eux, avec un sourire confiant. « C'est le grand jour. Êtes-vous prêts ?» Alexandre regarda Émilie. Sa fille avait beaucoup grandi, pas seulement physiquement, mais surtout émotionnellement. Ses cheveux avaient repoussé, encadrant maintenant son visage d'une cascade de boucles dorées qui lui donnait une ressemblance frappante avec sa mère Isabelle. Mais surtout, ses yeux avaient retrouvé cette étincelle de vie que Véronique avait failli éteindre à jamais. « Nous sommes prêts », répondit Alexandre. Le procès fut à la fois éprouvant et libérateur. Véronique, élégante malgré sa position d'accusée, tenta jusqu'au bout de manipuler la situation. Elle présenta une défense basée sur le déni et la victimisation, prétendant avoir été une belle-mère dévouée face à un enfant difficile et un mari absent. « Messieurs les jurés, » plaida son avocat, « ma cliente a fait de son mieux dans une situation complexe. Élever l'enfant d'une autre femme n'est jamais facile, surtout quand cet enfant refuse l'autorité et se montre manipulatrice. Mais les preuves étaient accablantes. » Les enregistrements d'Alexandre résonnèrent dans la salle d'audience, révélant la véritable nature de Véronique. Ses propres notes, lues par le procureur, décrivaient méthodiquement ses techniques de domination psychologique sur une enfant de 6 ans. Le témoignage de Madame Rousseau, corroboré par d'autres voisins, peignit le tableau d'une maison où régnait la peur. L'institutrice Émilie, décrivit les changements comportementaux de la fillette, sa transformation d'enfant épanouie en petite fille terrifiée. Mais le moment le plus poignant fut celui où le docteur Moreau expliqua au tribunal les mécanismes de la maltraitance psychologique. Messieurs les jurés, ce que subissait Émilie Dubois-N n'était pas de la discipline. Était une destruction systématique de son estime de soi. L'isolation, les humiliations, les menaces concernant ses souvenirs de sa mère décédée, tout cela constitue une forme de torture psychologique particulièrement cruelle quand elle vise un enfant. Émilie ne fut pas appelée à témoigner en personne. Son âge et son traumatisme l'en dispensaient. Mais ses paroles, enregistrées lors des entretiens avec l'assistante sociale, furent diffusées dans la salle.
La voix claire et innocente de la fillette racontant ses peurs, ses punitions, sa solitude, réduisit plusieurs jurés aux larmes. Elle me disait que si je pleurais, c'était parce que j'y étais faible comme maman, et que les personnes faibles, elles disparaissent. Alors j'essayais de pas pleurer, mais c'était difficile. Quant à Marcus Beaumont, confronté aux preuves de son espionnage industriel, il tenta de minimiser son rôle, prétendant avoir agi par amour pour Véronique. Mais les documents saisis chez lui révélaient une complicité active et lucrative dans la destruction de l'entreprise d'Alexandre. Alexandre témoigna avec une émotion contenue mais visible. Il raconta sa culpabilité de n'avoir rien vu, sa découverte progressive de l'horreur que vivait sa fille, et sa détermination à réparer ses erreurs. Je ne pourrai jamais me pardonner d'avoir fait confiance aveuglément à une personne qui torturait mon enfant. Mais je peux m'assurer que cela ne se reproduira jamais. Émilie est aujourd'hui en sécurité, elle guérit, et nous construisons ensemble la relation que j'aurais dû bâtir depuis le début. Le verdict tomba après 2 heures de délibération. Véronique fut condamnée à 3 ans de prison ferme pour maltraitance psychologique sur mineur, plus une interdiction définitive d'approcher Émilie. Marcus Beaumont écopa de 2 ans de prison et d'une amende considérable pour espionnage industriel et complicité. En entendant la sentence, Véronique se tourna une dernière fois vers Alexandre et Émilie. Son regard croisa celui de la fillette, et pour la première fois depuis le début du procès, elle sembla réaliser la portée de ses actes. Émilie ne détourna pas les yeux. Elle regarda cette femme qui l'avait terrorisée pendant 2 ans, et Alexandre sentit sa main se serrer plus fort dans la sienne, non pas de peur, mais de force. « Au revoir, Véronique », murmura Émilie. Ces 2 mots simples marquaient la fin d'un cauchemar et le début d'une nouvelle vie. En sortant du tribunal, Alexandre et Émilie trouvèrent une foule de journalistes. L'affaire avait fait du bruit, soulevant des questions importantes sur la protection des enfants et la détection de la maltraitance psychologique. Mais Alexandre refusa toute interview, protégeant farouchement l'intimité de sa fille. « Nous voulons maintenant tourner la page et nous concentrer sur l'avenir », déclara-t-il simplement. De retour à la maison, leur vraie maison désormais, débarrassés des souvenirs douloureux, Alexandre et Émilie trouvèrent une surprise. Pierre, l'associé d'Alexandre, avait organisé une petite fête avec tous les gens qui les avaient soutenus. Madame Rousseau, le docteur Moreau, l'institutrice D. Émilie et quelques proches amis. « Nous voulions célébrer votre courage », expliqua Pierre. « Émilie, tu es une petite fille extraordinaire. » Émilie rougit de plaisir. Recevoir des compliments était encore nouveau pour elle, mais elle apprenait progressivement à accepter l'affection sincère. La soirée fut douce et joyeuse. Émilie joua du piano pour les invités, interprétant une mélodie qu'elle avait composée elle-même, un petit air mélancolique mais plein d'espoir qu'elle avait intitulé « La chanson de papa et moi ». Plus tard, quand tous les invités furent repartis, Alexandre et Émilie s'installèrent dans le salon avec une tasse de chocolat chaud. L'ours en peluche D, Émilie, maintenant proprement réparée et choyée, trônait sur le canapé entre eux. « Papa, » dit Émilie, « je peux te poser une question ?»« Bien sûr. »« Ma chérie, est-ce que tu crois que maman est fière de nous ?» Alexandre sourit, les larmes aux yeux. « J'en suis absolument certain. Ta maman t'aimait plus que tout, et elle serait si heureuse de voir la petite fille courageuse et forte que tu es devenue. Et elle serait fière de toi aussi, papa, parce que tu m'as sauvé. Non, Émilie, c'est toi qui nous as sauvés tous les deux. Ton courage, ta résistance, ta capacité à survivre et à garder ton cœur ouvert, malgré tout ce que tu as vécu, c'est toi qui m'as appris ce qui comptait vraiment dans la vie. » Émilie se blottit contre son père. « Papa ? Oui, je t'aime, et je n'aurai plus jamais peur. » Ces mots résonnèrent dans le cœur d'Alexandre comme une promesse d'avenir. Sa fille avait traversé l'enfer et en était ressortie plus forte. Elle avait appris que l'amour véritable existait,
qu'elle méritait d'être protégée et chérie, et que les monstres pouvaient être vaincus. Les mois qui suivirent confirmèrent cette transformation. Émilie S., épanouie à l'école, se fit de nouveaux amis et développa une passion pour la musique et la peinture. Alexandre avait complètement réorganisé sa vie professionnelle, gardant son entreprise, mais déléguant davantage pour être présent aux moments importants. Ils voyageaient ensemble, pas pour les affaires d'Alexandre, mais pour le plaisir de découvrir le monde. Ils visitèrent des musées, des parcs d'attractions, des villes historiques. Émilie découvrait que la vie pouvait être une aventure joyeuse, plutôt qu'une série d'épreuves à endurer. 1 an après le procès, Alexandre reçut une lettre de Véronique depuis sa prison. Elle demandait pardon et prétendait avoir changé. Alexandre lut la lettre, la montra au docteur Moreau et la jeta sans y répondre. Certaines blessures ne méritent pas le pardon, et la protection d'Émilie restait sa priorité absolue. « Papa », lui dit un jour Émilie en jouant dans le jardin, « tu te souviens quand tu m'as apporté le petit dinosaure vert ?»« Bien sûr, ma puce. Était le jour où tout a changé, non ?» Alexandre réfléchit. Effectivement, était ce jour-là qu'il avait commencé à vraiment voir ce qui se passait dans sa propre maison. « Oui, je crois que tu as raison. J'aime bien ce dinosaure. Il me rappelle que même les papas qui travaillent beaucoup peuvent apprendre à sauver leur petite fille. » Cette sagesse d'enfant toucha Alexandre au cœur. Sa fille avait raison. Il avait fallu du temps, des erreurs et presque une tragédie, mais il avait finalement appris ce qui comptait vraiment. Aujourd'hui, 2 ans après ces événements dramatiques, Alexandre Dubois et sa fille Émilie coulent des jours heureux dans leur belle maison des Yvelines. Leur histoire, tragique au début, s'est transformée en un témoignage d'espoir et de résilience. Émilie, maintenant âgée de 9 ans, est une petite fille épanouie qui excelle à l'école et au piano. Elle garde quelques cicatrices de son traumatisme, une certaine méfiance envers les nouvelles personnes. Un besoin de rassurance plus grand que la moyenne, mais elle a appris que ses fragilités ne la définissent pas. Alexandre a découvert que la vraie richesse ne se mesure pas en millions d'euros, mais en moments partagés, en rires d'enfants, en câlins du soir. Son entreprise prospère, mais elle n'est plus le centre de sa vie. Ce centre, c'est désormais sa famille, et il compte bien ne plus jamais l'oublier. Chers amis, cette histoire d'Alexandre et Émilie nous rappelle que l'amour véritable peut triompher des épreuves les plus difficiles. Parfois, nous devons perdre ce que nous croyons important pour découvrir ce qui l'est vraiment. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur l'importance de protéger nos proches et de ne jamais fermer les yeux sur leurs souffrances, alors partagez-la. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires qui célèbrent la force de l'amour familial et la capacité humaine à surmonter l'adversité. Laissez-nous un commentaire pour nous dire quelle partie de l'histoire vous a le plus marqué. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû choisir entre vos priorités professionnelles et votre famille? Comment avez-vous géré ce dilemme? Et surtout, n'oubliez jamais, comme Alexandre l'a appris, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour devenir le parent, le conjoint, l'ami que nos proches méritent. L'amour véritable demande du courage, de la présence et parfois de tout remettre en question pour protéger ceux qui comptent vraiment. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure émotionnelle. À très bientôt pour de nouvelles histoires qui nous rappellent le meilleur de la nature humaine.